J'ai été invitée, en janvier dernier, à envisager les défis du dit urbanisme réversible anticipé pour une soirée de conférence organisée par l'école d'urbanisme de Paris. Venir parler d'un tel sujet, inconnu de moi, faisait partie du jeu, du défi. Cela m'a a posteriori amené à reconsidérer ma propre recherche en cours sur la mémoire des lieux, à en décaler la perspective, à la lumière de ces enjeux en architecture, et à la relire sous le prisme de la réversibilité. Ce que je vous propose d'exposer aujourd'hui. Remontons d'abord en 2017. Lors d'une résidence artistique en milieu rural pour les ateliers Médicis, m'a été confiée une maison un peu vétuste, achetée en viager par la mairie de La Versine. Lieu idéal de travail, la maison elle-même est devenue le sujet de mon projet de résidence, qui porte le nom de son ancien propriétaire, encore inscrit sur le trousseau des clés, Maison Gosselin. Je me suis attardée sur les murs décrépits de cet espace constitué de 2 pièces, un espace qui ne demandait qu'à s'ouvrir, avec la seule cloison comme axe de cette gesticulation. D'où mon dessin ici, un plan en mouvement. À la mobilité de la pensée, répondait la mobilité de mon dessin, pour dire la mobilité de l'espace. Mais si j'affectionne beaucoup les cartes et les plans, je ne suis pourtant pas urbaniste et je n'ai pas étudié l'architecture, même si ça m'aurait beaucoup plu, je crois. A priori, je ne connais pas grand-chose à la réversibilité urbaine anticipée. Plasticienne je suis, et pour traiter d'un tel sujet, totalement à contre-emploi. Je vous présente plutôt une contre-enquête pour prendre la réversibilité à rebours. La première chose à laquelle le terme de réversibilité m'a fait penser, c'est à l'expression « retourner en doigt de gant », qui avait déjà incité mes schémas de la maison Gosselin, dont vous venez de voir une animation. Mais cette expression « retourner en doigt de gant » n'existe pas, contrairement à « retourner le gant » par exemple. Reste que si cette expression est une fable, une invention, distorsion de ma part, l'intuition est bien là, quelque chose est réversible mais résiste, un doigt qui reste dans le gant. Vous dire d'abord le nœud à la tête que ça a été de comprendre les différents termes de cet intrigant sujet qu'est la réversibilité urbaine anticipée. À commencer par ce réversibilité lui-même très plastique. Réversibilité. Réversibilité, c'est d'abord revers, le revers. J'ai donc cherché le revers de quoi? Et surtout, quel était son endroit? Retournement du R, inversement, car on pourrait retourner puis inverser ce retournement. À moins que revers soit retour puis vers, retourner vers, voyage dans le passé ou en arrière, marche arrière dans l'espace. Mais il y a aussi ce cible, qui sonne comme une cible. Un but, mais sans cible. Un retour sans but? Ible, c'est peut-être juste un suffixe après tout, un possible. J'avais cru entendre réversabilité la première fois. Ça suppose une certaine habilité, là. L'habilité, avec H et L apostrophe, ou l'habilité, sans H et en un seul mot, de ce qui pourrait changer ou disparaître. Retour à vers. Vers poétique, vers de terre, double R, ou bien doubler la consonne ici. Vers, revers, une maison en verre. Le verre, oui, ça se recycle. Une maison qu'on recycle donc. À moins que ce revers conserve son S, c'est un revers sensible qui fait appel à nos sens, à nos sentiments. Revers sensible sans le double S serait revers sensible, faute de frappe alors. Il manquerait un accent, c'est rêver sensible. Ou non, finalement, en un seul mot, attaché avec sa poignée, R retourné, revers sensible, un mot valise,
avec tout ça dedans. Revers sensibilité urbaine de la ville, soit, mais pas que. Ne dit-on pas plan local d'urbanisme pour régir toutes les constructions, y compris dans les villages en milieu rural? Que ce soit des constructions à habiter, pour y vivre, y travailler, il s'agit d'espaces, mais aussi de lieux, de différents lieux qui peuvent habiter un même espace, ou l'inverse, l'un après l'autre. Il s'agit aussi de pouvoir retourner à une forme précédente, passer d'un état 1 à un état 2, peut-être à un état n+1, pour revenir à un état 1, voire son état 0. Cela signifierait que les espaces sont interchangeables. Dans l'édition augmentée d'Espèces d'espace, une note manuscrite de Georges Perec sonne comme une mise en garde. Il écrit : dans certaines circonstances, il faudrait immédiatement préciser, l'espace alentour se met à vivre, à exister pleinement. La plupart du temps, non, il reste inerte, inachevé presque, sans force, sans axe, comme si finalement, n'importe qui, n'importe quoi l'habitait. Et en dessous, ajouté entre crochets, douleur de l'interchangeable. Quelle est cette douleur? Des espaces peuvent poser bien des problèmes politiques, des problèmes moraux. Que faire de la maison jaune en Autriche, dans la ville de Braunau am Inn, qui était la maison natale d'Hitler? La presse en parle comme d'une maison encombrante et pointe ce passé qui ne passe pas. Il y a d'abord eu le projet de refuge pour migrants, ce sera finalement un poste de police. Interchangeable, c'est aussi des espaces qui existeraient l'un dans l'autre. C'est étrange, mais c'est possible. C'est le théâtre d'une drôle de scène pour des vampires mélancoliques, un poil passéiste, dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, où un opéra mythique de Détroit est transformé en parking. C'est étrange, mais on a fini par s'y habituer. Penser la réversibilité en architecture peut mener à un parking. Un architecte interrogé pour l'occasion m'a expliqué à quel point la réversibilité était une de ses principales préoccupations dans sa conception du bâti, et qu'à ce titre, il ne construit pas de parking en dessous d'une hauteur sous plafond de 2,50 m. Le parking doit pouvoir devenir un jour un logement ou autre chose. À l'heure où trop de gens sont mal logés, il serait indécent de faire dormir nos voitures à l'intérieur. La réversibilité n'est donc pas bas de plafond. L'architecte, Patrick Rubin, qui a créé l'atelier d'architecture et de design Canal, prête lui-même une attention particulière à la réversibilité et à ses hauteurs sous plafond ou ses faux plafonds, notamment pour la reconversion des parkings. Pour exemple, son frère Daniel et lui-même ont créé les locaux du journal Libération à Paris en 1987 dans un parking, un lieu censé avoir une autre vie ensuite, peut-être un hôtel. Et les transformations d'espace sont légion dans le milieu culturel. En voici quelques exemples. Le Wills à Bruxelles, centre d'art contemporain et ancienne brasserie qui a conservé ses cuves dans le hall, le 104 à Paris, lieu culturel et ancienne pompe funèbre, le Préavis au Pré Saint-Gervais, ancienne usine à saucisses transformée en lieu hybride et atelier d'artistes, mais encore les abattoirs de Toulouse, la piscine et le monastère des Clarisses à Roubaix, le Tripostal à Lille ou encore le Familistère de Guise. Et les gares ferroviaires, si les petites gares de campagne sont toujours desservies, elles sont souvent transformées en habitations. Sur la petite ceinture parisienne, les gares sans train deviennent squats, lieux culturels, bars, restaurants, salles de spectacle ou d'exposition, recycleries, dance floor. La réversibilité, à entendre comme réemploi, c'est donner aux espaces une seconde vie, les ressusciter quand souvent ils ont été laissés à l'abandon, réincarner les espaces. Ce sont d'étranges Bernard l'ermite. Cela se traduit par une superposition. Les espaces débordent l'un de l'autre, ici ou là. C'est le trouble du narrateur du roman Austerlitz de Winfried George Sebald, qui s'ouvre sur une visite à Anvers en Belgique. Il visite le jardin zoologique et son nocturama, dont il garde une impression très forte, et finit par le fondre dans la gare. Lorsque j'arrivai sous la coupole, surmontant à une hauteur de 60 mètres le hall de la Central Station, la première pensée qui me vint à l'esprit, peut-être à cause de ma visite au parc animalier et de la vision du dromadaire, fut qu'ici, dans ce foyer fastueux, bien qu'alors fort délabré,
on se serait attendu à voir, aménagés dans les niches de marbre, des aquariums pour les requins, les pieuvres et les crocodiles, des cages pour les lions et les léopards, un peu comme à l'inverse, il existe dans certains jardins zoologiques des petits trains qui vous conduisent au cœur des continents les plus éloignés. Ce genre d'association d'idées, qu'Anvers semblait m'inspirer spontanément, explique sans doute que la salle d'attente, aujourd'hui transformée autant qu'il m'en souvienne en cantine pour le personnel, me soit apparue comme un second Nocturama, par un effet de surimpression qui naturellement tient peut-être aussi au fait qu'au moment précis où je pénétrais dans le lieu, le soleil disparaissait derrière les toits de la ville. J'ai éprouvé cette même sensation de surimpression au Centre d'art Le Quadrilatère à Beauvais, qui, comme son nom l'indique, est un quadrilatère de béton, minimal, inscrit tout près de la cathédrale, construit autour et sur une crypte archéologique, et il s'y superpose franchement. Voilà qui nous ramène à la question même de l'archéologie préventive, qui est de fouiller le passé avant de construire le futur. Yona Friedman, artiste, architecte et urbaniste, imagine une ville improvisée, totalement construite et décorée par ses usagers. Ville spatiale et architecture mobile peuplent ses dessins et ses maquettes. Ces constructions sont démontables, réversibles, transportables et se superposent à la ville. Il va jusqu'à imaginer un musée sans bâtiment. Friedman, architecte d'utopie réalisable, pense l'urbanisme avec l'habitant au centre de tout. Ce qui n'est pas sans rappeler le dessin Men's Five Skins de Friedensreich Hundertwasser. Cela n'exclut pas quelques dangers possibles, comme Buster Keaton, qui passe une semaine infernale à monter lui-même une maison à l'envers. Pour visiter et revisiter la réversibilité dans l'art contemporain, je vous invite à une déambulation, une rapide traversée, dans un montage d'espace. C'est un assemblage de maisons d'artistes, une ville imaginaire dont en voici la carte, l'atlas, son plan, qui pourra avoir quelques bizarreries à l'image de la mystérieuse maison de Sarah Winchester. C'est une fiction. Entrons par les étranges ouvertures de Gordon Matta Clark. Architecte de formation, il n'a eu de cesse ensuite de la questionner dans son travail artistique. Proclamé un architecte, Matta Clark dissèque et ouvre l'espace pour que notre regard et nos corps y pénètrent autrement et qu'ils se révèlent à nous. Ici, Splitting House, une maison promise à la démolition, qu'il coupe littéralement en deux à Englewood dans le New Jersey, comme on ouvrirait un crâne pour faire échapper l'âme d'un mort. Puis, vous tombez sur House de Rachel Wattered, une maison victorienne de la banlieue de Londres dont le destin était scellé. L'artiste a moulé intégralement et in situ cette maison qui devait être démolie, révélant sa contreforme comme un fantôme bien solide, tellement solide qu'il a provoqué une vague de protestations et sa démolition anticipée 1 an après la réalisation en 1993. C'est l'œuvre qui a été détruite ici, non plus la maison. En 2022, l'artiste Maria Eichhorn imagine quant à elle Relocating a Structure, soit le projet de retirer le pavillon allemand le temps de la Biennale de Venise, de le rendre invisible. Projet bien trop onéreux, l'artiste nous invitera finalement à visiter le pavillon, son espace vide, aux murs légèrement creusés, pour révéler l'ancienne architecture nazie contenue dans cet espace. L'architecture œuvre pour son devoir de mémoire. Kurt Schwitters déménage sa maison en 1933, alors même qu'elle est tour à tour détruite, incendiée, forcée d'être abandonnée pendant la guerre. Mais dans sa migration, Schwitters construit son Merzbau, principe esthétique dada, qui a transformé son propre habitat. La maison renaît de ses cendres en le suivant. Un mur récupéré en 1965 est encore visible à l'université de Newcastle. Heidi Bucher épluche quant à elle les murs. Elle conserve la mémoire des lieux en moulant les murs, puis en prélevant ces étranges pots de pièces, et notamment, revenant à une mémoire individuelle, les murs de la villa de son enfance en Suisse.
Elle en expose ces Raumhaut, ces chambres, qui flottent comme des spectres. Que faire de sa maison de famille? Gregor Schneider hérite très jeune d'un pavillon et commence à en transformer l'espace, à en boucher des issues, à en dédoubler les parois pour occulter toutes les ouvertures sur l'extérieur. Sa maison, Haus ou Air, devient labyrinthique, oppressante au possible, tout en étant clinique. Quelques vidéos peuvent en montrer l'intérieur dans une circulation aberrante. L'artiste exporte aussi des pièces dans des lieux d'exposition. Cette maison semble avoir sa vie propre. Ces maisons résistent. Même lorsqu'elles sont invisibles, elles se manifestent, elles se déplacent, changent de forme et hantent la mémoire. S'il y a fantôme, c'est la maison elle-même, et les artistes en révèlent l'étrange présence. Cela peut même devenir horrifique. Le maître en la matière est Mark Z. Danielewski, avec le roman La Maison des Feuilles, qui raconte, dans une étrange circulation de notes de bas de page qui s'emballent, l'histoire d'une maison dans laquelle on découvre d'abord un placard plus épais à l'intérieur qu'à l'extérieur. La visite de ce placard se transforme en expédition et finira par révéler un escalier sans loi et tout au fond, l'intention de cette maison dont les entrailles sont modulables à l'infini. Cet infini, ne serait-ce pas cela que la réversibilité anticipée recherche? Penser depuis l'origine du lieu un espace capable de muter ou de revenir à son état initial et recommencer indéfiniment, infiniment. Et l'infini, ça fait peur. Chez George Louis Borges, la bibliothèque de Babel rend fou et le livre de sable terrifie son propriétaire. D'un point de vue juridique, les architectes s'allient à des avocats pour demander un permis d'innover, là où il y a encore un trouble dans la loi pour ces projets futuristes. Quand je projette l'idée d'un bâtiment anticipé pour être réversible, fait de murs, de plafonds et d'escaliers génériques, un bâtiment qui aurait cette capacité d'adaptation et lui permettrait d'être plusieurs choses, d'emblée, la question qui se pose à moi est la suivante. Quelle est la mémoire à venir de ces lieux? Seront-ils des lieux sans mémoire ou, au contraire, conserveront-ils un quelque chose de ce qu'ils ont été? Si l'anticipation est tournée vers le futur, il ne faut pas oublier que l'anticipation reste le synonyme d'un genre littéraire et cinématographique de science-fiction où le futur peut autant être utopie que dystopie. Je postule que le passé ne lâche pas le futur et que les lieux pensent. Peut-être faudrait-il faire leur psychanalyse avant de leur proposer une autre vie. À quoi pensent les maisons? Sont-elles vivantes? Inscrivons cette question plus près, juste là, à Amiens, au musée de Picardie, dans sa cour une maison, la maison Moitié. La maison Moitié date de 1619. Vous trouverez une pierre de soubassement de sa façade qui en atteste. Et elle n'a pas toujours été précisément là. C'est une maison baladeuse. D'abord au centre d'Amiens, place du marché Lancel, elle réapparaît en 1906 dans la cour du musée, ici, à l'emplacement des actuels ateliers. Elle sera touchée par un projectile en 1918, restaurée en 1923, puis elle se déplace à nouveau en 2017, pendant les travaux du musée, pour s'implanter là, à l'endroit qu'on lui connaît aujourd'hui. Comme Buster Keaton, c'est une maison démontable. Sa façade en pan de bois et ses pierres sont comme un jeu de construction. Une maison qui traverse la ville depuis le XVIIe siècle passe encore. Mais pourquoi ce nom? J'ai plusieurs fois entendu parler de la maison Moitié. J'ai tenté d'en comprendre la nature, avec l'ignorance comme méthode, c'est-à-dire sans documentation. Et instinctivement, je me suis rendu compte que j'écrivais ce nom, toujours entendu dans la bouche des gens, ainsi. Maison, moitié. Maison attachée à sa moitié? Maison moins sa moitié? La moitié d'une maison. Où serait l'autre moitié? Les employés du musée de Picardie, croisés ici et là, n'en ont pas tout à fait le même souvenir, notamment concernant la description de l'intérieur. Elle semble changer d'épaisseur. Il semble même qu'il s'agit d'une maison moins la moitié de la moitié, bref, il ne resterait qu'un quart. C'est une maison sécable.
Nous manquerions de temps ici, mais une simple équation, à partir de la typographie du nom maison moitié, m'a permis d'établir le rapport entre la façade, son épaisseur et son nom. C'est une maison qui se déplace, une maison qui se dilate, c'est une maison vivante. La façade apparaît comme un moule qu'on pourrait démonter, mais l'intérieur serait sa part vivante. Pour illustrer cette idée, en voici une maquette en levain, matière qui m'est apparue dotée de la même vie que ce bâti. Si on se réfère à la recette du levain, en voici les étapes. Le levain aura commencé à naître. Il faut nourrir le levain tous les jours. Le levain pousse. Couvrir le levain, mais le laisser respirer. Il peut être utilisé en partie. Il peut se conserver indéfiniment. Vivante et immortelle qui plus est. Depuis son dernier emplacement, un cartel nous informe que ce nom est plus simplement celui de son dernier propriétaire, Monsieur Moitié, à qui la maison a été achetée en 1903. C'est presque décevant. Et je trouve tout cela suspect. Car l'enquête ne va pas sans sa part d'énigmes et de complots, pour reprendre les mots de Luc Boltanski. Reste à éclaircir son manque de symétrie. Je crois qu'elle a recommencé à pousser sur la droite. Je continue à croire qu'elle a sa vie propre. Je me demande à quoi elle pense. De quoi est faite sa mémoire en tant que patrimoine en mutation, déplacé, restauré, transformé. Permettez-moi de vous emmener sur mon terrain et d'en réaliser une expertise. J'enquête sur une maison disparue dans un petit village de l'Oise. Cette maison, je la connais bien. Voisine de la maison familiale, elle était déjà en ruine quand je jouais dedans jusqu'à mes 10 ans. Je ne m'en souviens pas, je serais bien normal de la représenter, si ce n'est le souvenir d'un mur à l'intérieur, un étrange mur, et une étrange expérience face à ce mur. J'ai intitulé cette enquête « Parcelle 435 », d'après la mention au cadastre, la seule adresse de cette maison qui flotte dans mon esprit est sur place, que j'ai surnommée la veilleuse. Je recherche aux archives les actes notariés pour reconstituer la généalogie de la maison, mais lors d'entretiens avec les habitants, soit ils prétendent qu'il n'y a jamais eu de maison, le cadastre rénové pour 1945 confirme pourtant bien son existence, soit ils ne savent pas comment elle a disparu ni quand, et cela même s'ils vivent depuis 60 ans juste en face. J'ai plusieurs hypothèses. Ma première sensation, c'est que la maison est toujours là. Quand j'y suis retournée 20 ans plus tard, il n'y avait rien au sol. Mais je l'ai senti sous terre qui vibrait. J'ai remarqué un arbre étrange qui semble garder un trou à son pied. Ceci est confidentiel, mais j'ai passé mon corps dans ce trou, à la stupéfaction de mon ami Henri qui m'accompagnait ce jour-là. J'ai littéralement glissé dans une cave, sa cave, que j'ai vite identifiée, à tort ou à raison, comme l'inconscient d'une maison et probablement de tout un village. J'aimerais retourner en doigt de gant ce terrain pour en découvrir la cave en plein jour et faire revenir la mémoire. Sachez que ce terrain vague est au milieu du village, tout près de l'église. Si près de l'église que je me suis demandé si le cimetière n'avait pas été là initialement, précisément autour de l'église, avant d'être déplacé, comme c'est si souvent le cas. Ce qui expliquerait bien des choses. Cette maison a pris des allures de maison aux 7 pignons de Nathaniel Hawthorne, maison damnée d'avoir été construite sur les terres d'un sorcier spoilé. Et cette cave, qui reste, m'a renvoyé directement à celle de la maison maudite de Howard Phillips Lovecraft, qui a elle aussi le tort d'être construite sur une ancienne sépulture. Difficile de ne pas avoir des images en tête du film Poltergeist de Tobe Hooper quand j'y retourne. Deuxième possibilité. La maison a été démontée, très discrètement, petit à petit, et je cherche ces fragments dans le village ou dans la mémoire des habitants. Enfant, je me rappelle bien avoir ramené une casserole depuis ce lieu, et les entretiens que j'ai pu mener révèlent plusieurs pistes.
une tuile, des poutres récupérées et brûlées dans des poêles voisins l'hiver, le cadran d'une montre, de la vaisselle, du papier peint, un fameux lustre qu'on retrouverait chez une voisine. On me parle d'un ange en bronze qui tient une opaline. Je cherche à reconstruire la maison en réunissant des fragments, petit à petit, à reconstituer le puzzle pour en faire son portrait robot et lancer un avis de recherche. C'est une maison fuyante, qui échappe étrangement au regard. Sur les cartes postales anciennes, c'est toujours celle qui est en retrait, derrière un arbre. Il y a bien cette cassette VHS, archive familiale de 1993, avec repas de famille, matin de Noël, match de foot et baptême. J'ai 4 ans à l'époque, et c'est mon cousin, plus âgé, qui joue avec le caméscope de mon oncle. Il balaye rapidement et maladroitement le terrain qui jouxte notre jardin. J'ai bien cru la voir, puis je ne vois plus rien. Je ralentis l'image à l'extrême, mais ça devient flou. Ressassant ces images, j'ai enfin vu, dans une vitre de la porte-fenêtre, le reflet d'un bout de son toit. Mais elle ne se montre jamais frontalement, car si c'est ma plus belle prise, ce reflet reste indirect, c'est une image à la trame incertaine. Troisième hypothèse. L'été dernier, avec un caméscope, sur place, j'ai rejoué cette archive familiale de VHS pour voir. J'ai fait des images de mon arpentage. Puis en octobre, j'y retourne avec la petite caméra posée sur le tableau de bord de ma voiture. Je fais un tour de ville. La cassette arrive à son terme, j'exporte les images vidéo pour les numériser. Ça se fait en temps réel. On revoit les images tournées, la cassette et le village défilent, on s'absente, on passe devant l'écran, et là, arrivé dans la rue de la maison, l'export vidéo se met à clignoter et à entrecouper le plan exporté de micro-plans. À la hauteur du terrain, une véritable frénésie de l'image. Je rembobine, recommence la manipulation, rien à faire, 00000000, l'avertissement, aucune donnée provenant de l'appareil s'affiche en haut à droite. Puis, l'export reprend dès que la voiture tourne dans la rue d'après, en dépassant l'église. Que se passe-t-il? J'ai glissé tous ces plans entrecoupés sur le banc de montage pour les mettre bout à bout. J'ai d'abord ralenti le plan concerné pour tromper l'appareil. C'est une nuit américaine subreptice avec des images disparues. On n'y voit rien. Et rien n'y fait. Il y a une saute quand on passe précisément en lisière du terrain, depuis la rue, une coupe dans l'image. Ce montage de fortune m'est apparu comme un accordéon temporel fait de jump cuts. La maison est dans un pli, le terrain avec, jusqu'à disparaître du plan. Voici donc ma troisième hypothèse. Selon la chronologie des habitants et les registres, elle se déplace. Elle apparaît, disparaît, pour revenir ensuite. Et pire, il me semble la croiser dans des lieux bien loin de ce village. C'est à Paris, un soir d'octobre, alors que je traversais le parc des Buttes-Chaumont, qu'elle a ressurgi. À 18h30, le manège du parc ferme son rideau et je suis restée littéralement stupéfaite devant son chapiteau fantomatique. C'est la veilleuse. La maison disparue à 86 km de là. J'y suis retournée, le lendemain, avec le même caméscope et le reste de la bande de la cassette utilisée là-bas. Puis, j'ai exporté ces images de la même façon. Nous sommes dans le parc, je filme ces attractions, aucun souci. Et les images se numérisent avec succès. Et puis, voilà que ça recommence. Le manège, vidé du monde, la cassette vibre à nouveau. Puis, le manège glisse son rideau aux allures de peau cirée, et la frénésie reprend. La veilleuse serait là, et c'est son histoire de résister au regard. Ceci est un export spirit. Circuler, il n'y a rien à voir. Mon enquête porte sur une maison tellement commune, tellement banale, qu'elle en est infraordinaire.
ce qui n'en fait pas un sujet de conversation digne d'intérêt pour la plupart des habitants. Mais se cache souvent, derrière cette incompréhension de mon attrait de l'ordinaire, une gêne, du silence et autre chose. Car oui, cette maison n'a rien d'extraordinaire ou d'exotique, et pourtant, quelque chose continue de clocher près de l'église. Ne dit-on pas remettre l'église au milieu du village? Les abords des villages voient bien souvent leurs rues s'étendre avec le temps, et des constructions de pavillons neufs, tous les plus semblables les uns que les autres, génériques, je dirais. Ce qui étaient des pâtures où l'on jouait sont devenus des terrains constructibles. Mais au milieu du village, dans la rue où se situe la parcelle 435, ce terrain, avec sa maison fantôme, est le seul depuis plus de 30 ans sur lequel il n'y a pas eu de reconstruction. Dernière hypothèse pour cette fin de journée. Le terrain s'est rendu invisible et la maison résiste. Il sera sûrement autant impossible de construire un pavillon ici comme il est impossible d'exporter une image vidéo. Et je finirai sur cette question en guise de conclusion. Un lieu hanté est-il réversible? Je vous remercie de votre écoute.